Grand angle environnemental. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans notre émission Grand angle environnemental. Nous vous sommes très reconnaissants de savoir que vous prenez votre temps de suivre l'émission à caractère environnemental qui fait des analyses sur les objectifs du développement durable. Aujourd'hui, l'action est complètement portée vers l'écosystème marin des mangroves, particulièrement un écosystème qu'on trouve dans l'une des parties de la République du Congo, le Congo central, au niveau de l'embouchure du fleuve Congo, où le fleuve Congo se jette à l'océan. Cet écosystème joue un rôle très important. Nous allons découvrir ses droits, c'est pourquoi son rôle par rapport à notre écosystème et par rapport à cette partie du littoral. Pour en parler, nous recevons pour vous Maître Honoré Tsengele, qui est spécialiste ou qui travaille dans la spécialisation des droits de l'environnement. Et avec lui, nous allons essayer de réfléchir ensemble, puis trouver des pistes de solutions, surtout sensibiliser nous tous qui n'avons pas encore découvert cet écosystème et chercher qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour préserver cet écosystème. Maître, salut et bienvenue dans notre émission Grand Angle environnemental. Merci beaucoup, M. Serge. Merci aussi de l'invitation. Merci à tous les téléspectateurs. Alors, un réel plaisir de vous avoir encore du nouveau dans cette émission. Avec vous, nous parlons vraiment des écosystèmes et surtout aujourd'hui, l'accent est porté sur l'écosystème marin, particulièrement les mangroves. Alors, est-ce qu'il est utile de se mettre autour d'une table en train de parler des arbres? Parce que les mangroves, ils font partie des écosystèmes importants. Mais est-ce qu'il est important vraiment pour nous d'en parler? Oui, c'est très important. Ce n'est pas pour rien que le monde a consacré toute une journée, le 26 juillet de chaque année, toute une journée pour célébrer justement cet écosystème des mangroves. Voilà. Donc c'est très important parce que ça joue beaucoup de rôles comme nous allons le voir tout au long de l'émission. Voilà. Et nous aussi, donc, nous avons tout intérêt à nous asseoir autour de cette table pour parler de cet écosystème des mangroves. Alors, je rappelle que vous êtes membre de CBBC, l'organisation qui travaille aussi dans cette partie de la République du Congo, plus particulièrement dans ce parc marin des mangroves. Vous venez en appui aux actions de la protection, surtout de cet écosystème. Vous avez été motivé par quoi pour sensibiliser la population de cette zone qui est vraiment menacée par des érosions côtières et puis par la pression humaine? Oui, d'abord, nous avons constaté que depuis quelques temps, beaucoup d'efforts étaient consacrés pour protéger les aires protégées du côté de l'est de notre pays et un peu vers le sud. Mais la partie ouest, il n'y avait pas beaucoup d'efforts qui étaient fournis. C'est comme ça que nous, dans notre ONG, on s'est dit non, nous allons nous focaliser sur la partie ouest du pays. Voilà. Et voir quelles sont les réserves qui sont la réserve qui nous a beaucoup intéressé, c'est justement le mangrove, le parc marin des mangroves. Alors, l'importance de cet arbre, les mangroves, ils jouent quel rôle? Oui, les mangroves jouent plusieurs rôles. Nous allons les énumérer tout au long de l'émission. Voilà. Premièrement, nous disons que les mangroves, c'est un écosystème qui se situe souvent dans les littorales, à l'embouchure du fleuve, dans notre fleuve Congo, à son embouchure avec l'océan Atlantique, et qui est constitué de plusieurs espèces d'arbres, comme vous allez le voir avec les images. Donc vous verrez, il y a plusieurs espèces d'arbres qui constituent cet écosystème, et ils ont plusieurs rôles. Comme je disais, le premier rôle, c'est que ça constitue un amortisseur de la pression de l'océan. Vous avez l'océan prend plusieurs étendues de milliers de kilomètres. Alors toute cette pression, quand ça vient se déverser sur les littorales, sur les côtes, ça vient souvent avec pression. Et les mangroves, justement, grâce aux racines, à plusieurs arbres qui sont là, ça protège, ça amortit les chocs de l'océan pour que ça ne puisse pas bousculer. Créer les érosions côtières. Oui. Donc, alors, ça, c'est parmi des rôles les plus importants que nous devons aussi énumérer. Réduire la pression ou amortir la pression de l'océan vers la partie de la terre ferme. Donc, alors que ce qui est vrai, on a constaté que les érosions côtières s'accélèrent du jour au lendemain. Et grâce à cette accélération des érosions côtières qui s'est fait au niveau de la partie littorale, on a constaté qu'il fallait qu'il y ait des mangroves pour réduire cette pression. Sinon, c'est vous qui dénoncez chaque fois que l'océan risquerait d'arriver à Boma. Évidemment, parce que déjà avec les vagues de l'océan,
ceux qui ont fréquenté cette partie du pays, ils savent que quand ils sont sur le fleuve Congo, régulièrement, il y a des vagues de l'océan qui font un long trajet, qui s'approche parfois jusqu'à vers Boma. Voilà. Alors, donc, Nitete, cette forêt de mangrove qui maîtrisait, ça pouvait avancer jusqu'à Boma, même jusqu'à Matadi. Donc, vous voyez que les mangroves amortissent, constituent ce frein-là pour que les vagues de l'océan ne puissent pas avancer trop loin dans la terre ferme ou bien trop loin vers le fleuve en remontant. Est-ce qu'en sensibilisant, vous avez aussi constaté comme nous que cette érosion côtière continue à accélérer autour de l'océan? Parce que quand vous arrivez vers Sianfoumou et tous ces villages qui sont de ce côté-là, une partie même des villages est déjà partie grâce à cette pression-là de l'océan. Évidemment, l'océan continue d'avancer parce que justement, nous ne prenons pas le temps de protéger. Dieu a déjà créé cet écosystème pour amortir le choc des eaux de l'océan. Voilà. Mais nous, ce que nous faisons, c'est que nous détruisons cet écosystème. La conséquence, c'est que l'océan maintenant a libre cours, vient se déferler sur les côtes et ça avance au fur et à mesure. Non seulement à Nthiamou, même la ville de Moinde elle-même. Voilà. Vous verrez que les maisons qui étaient situées tout près des côtes commencent à perdre leurs étendues. Vous avez circulé là-bas, vous avez vu. Je suis content que vous êtes aussi un habitué du coin. Vous partez souvent faire des reportages. Ouais. C'est très bien, comme ça vous illustrez tout ça à nos téléspectateurs. Donc vraiment, nous devons faire un effort pour valoriser cet écosystème que Dieu lui-même a créé pour amortir les chocs de l'océan. Autrement, on va continuer à perdre des villages, des maisons, des parcelles, et ce n'est pas très bien. Alors, à part l'amortissement, comme nous pouvons appeler ça les mangroves comme des amortisseurs, après les pressions de l'océan, comme vous venez de dire, il y a encore un autre rôle important que ces mangroves jouent. Oui, un autre rôle important, c'est que ça diminue, ça absorbe la salinité des eaux de l'océan. Voilà. Vous savez, l'eau de l'océan a un goût salé. Et ceux qui s'y baignent aussi, en sortent avec un corps qui est salé. Voilà. Alors maintenant, les mangroves absorbent une quantité de la salinité de ces eaux-là. Voilà. C'est ça qui fait que même si les vagues de l'océan avancent vers le fleuve, mais quand ça rencontre le mangrove essaie d'absorber cette salinité et ça aide à ce que l'eau qui est maintenant moins salée puisse vers avancer. Donc l'eau douce du fleuve. Voilà. Ça veut dire que c'est un écosystème qui supporte aussi l'eau douce et l'eau salée. Oui, c'est mélange. Justement, ça se situe souvent au confin entre l'eau salée et l'eau douce. Et c'est comme ça que Dieu a fait que partout il y a ces croisements-là de l'eau douce et l'eau salée qui est les mangroves. Alors, troisième rôle, nous disons que les mangroves constituent ce qu'on peut appeler une maternité pour les espèces qui vivent dans l'eau. Les poissons, les crevettes, bref, les crustacés. Voilà. Alors, c'est un peu comme leur maternité. Donc, ils vont vivre là-bas à un moment de leur vie. Voilà. Soit pendant qu'ils naissent, soit pendant qu'ils grandissent, soit pendant qu'ils se reproduisent. En tout cas, à un stade de leur vie, et les poissons et les crevettes vont toujours passer un temps dans les mangroves. Voilà. C'est ça qui fait que ça les protège contre les prédateurs. Vous voyez, les petits poissons sont souvent avalés par des prédateurs plus grands. Mais quand ils se faufilent dans les racines des mangroves, c'est alors qu'ils ont la vie sauve. Voilà. Donc, c'est une espèce de nurturing et une protection. En même temps, un refuge. Vraiment un refuge pour les espèces qui vivent dans l'eau. On a quand même le constat que c'est dans cette partie que beaucoup de poissons viennent se reproduire en grande quantité. Parce que non seulement que les prédateurs viennent les menacer, mais c'est un endroit aussi en même temps calme parce qu'à partir de là, la pression est réduite. Vraiment. C'est pourquoi d'ailleurs, dans cette ville du pays, la spécialité là-bas, c'est du poisson. Voilà. De plus en plus, je vois les gens qui quittent Kinshasa pour aller manger des poissons là-bas. Et soit il y a un commerce qui s'établit, soit ils vont en vacances là-bas. Ils aiment bien bouffer les multiples sortes de poissons qu'il y a là-bas. Voilà. Donc c'est justement parce qu'il y a cet écosystème qui permet aux poissons de se sentir à l'aise, de se reproduire tranquillement au bénéfice de la population congolaise. Donc si on comprend bien, il n'y a que ça comme rôle. L'autre rôle aussi, comme je le disais, c'est que les arbres de l'écosystème de mangrove absorbent les gaz carboniques
3 fois plus que les forêts ordinaires. 3 fois plus que les forêts Oui. ordinaires. Donc, c'est comme ça que nous disons que, en fait, même sur le plan de la régulation des climats, hein, bien de la pollution de l'air et tout ça, les mangroves absorbent une grande quantité de gaz carbonique et ça nous aide à ce que l'air puisse bien circuler dans toute cette partie. Voilà. Et ça remonte même jusqu'à plus loin, même jusqu'à Kinshasa ici, parce que cette forêt-là a une très grande capacité d'absorption. Donc, en même temps, ça joue les rôles du côté des régulations du climat, mais en même temps, c'est aussi un endroit qui fournit de la nourriture à la population. Voilà, la population y trouve aussi beaucoup de choses à manger. Hein, c'est le cas des poissons, voilà. C'est le cas d'autres fouilles aussi qu'on cueille là-bas. C'est le cas des crevettes, des huîtres aussi. Des huîtres, oui, voilà. Il y a cette pêche-là, des huîtres. C'est bien connu dans la région. Voilà. Hein, qu'on appelle communément des biboati. Des biboati. Voilà. Donc c'est un repas qui est très bien là. J'ai plusieurs fois l'occasion de déguster ça. Ouais. Donc, il y a les huîtres, il y a les crevettes, il y a toutes les sortes surtout de poissons. Surtout avec les crevettes, c'est vraiment un terrain bien placé. Un terrain bien favorable. Donc, c'est pourquoi nous disons que même la population qui vit là-bas s'est nourrie de cela, donc vit grâce à cette forêt. C'est pourquoi nous disons que c'est une forêt qu'il faut préserver. Très bien. Donc, déjà, on sent que l'importance n'est plus à démontrer. Simplement, avec ce que vous venez de présenter, on a tout intérêt de préserver cet écosystème. Oui, vraiment, c'est pourquoi d'ailleurs le parc marin a été placé parmi les sites Ramsar. Ça signifie des zones humides qui sont d'importance internationale. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il y a toute une convention là-dessus. Et c'est donc le parc marin figure parmi ce qu'on appelle les zones humides d'importance internationale. Très bien. Voilà pourquoi l'importance n'est pas seulement pour la RDC, mais sur le plan international, la forêt de mangrove joue un très grand rôle. Alors, en termes clairs, quand vous descendez sur le terrain, quel est le message que vous faites passer d'abord à la population qui vit dans les îles de cet écosystème? Parce qu'on trouve des petits villages au sein du parc qui cohabitent avec ces mangroves. Quel est le premier message que vous faites passer à cette population afin de comprendre son importance? L'arrêté de création de ce parc, l'arrêté ministériel qui a créé ce parc, avait au fait normalement interdit que les gens ne puissent pas habiter. Mais par la suite, les populations ont manifesté aussi leur inquiétude auprès de l'autorité. Dit non, nous vivons ici depuis plusieurs années. Donc avant la création du parc. Ah, oui. Alors, comme nous vivons ici avant la création du parc, normalement, notre vie c'est ici. Nous voulons continuer à vivre ici, mais seulement que nous acceptons qu'on puisse réglementer nos usages, nos activités peuvent être un peu modérées. Alors, c'est comme ça qu'on leur a accordé la possibilité de continuer à vivre dans cette zone. Alors, comme ils continuent de vivre dans cette zone, nous avons maintenant pour message de les sensibiliser pour que, quand ils vivent là-bas, qu'ils ne puissent pas beaucoup s'attaquer, ou soit qu'ils ne puissent pas détruire la forêt, par exemple en coupant les bois des mangroves. Et nous leur donnons aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle une pêche durable. Ça signifie qu'ils pêchent, mais en gardant aussi pour que d'autres se reproduisent. Pour que on attrape par exemple des petits poissons là, il faut les relâcher. Il faut les relâcher pour qu'ils continuent à se multiplier. Oui. Donc, d'abord, ne pas couper la forêt, ça c'est ça que nous leur disons. Et même aussi, ils commencent à prendre part. Il y a des arbres qui peuvent couper, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas couper. Les autres espèces, ils peuvent couper, mais ce qui est typiquement des mangroves là, c'est vraiment interdit et eux-mêmes ils le savent. Mais on sent une partie de la population qui vient de Mwanda couper les arbres des mangroves pour aller en faire des braises et qui sont presque chaque fois interceptés par les éco-gardes. Vraiment, les éco-gardes les interceptent et les arrêtent parce que vous voyez comme toujours la population congolaise, parfois la loi peut être là, mais il y a parfois toujours des récalcitrants, il y a toujours des têtus. C'est pourquoi il faut un grand travail donc, de la part
des éco-gardes, des gardes-parcs, qui font des patrouilles de temps en temps pour essayer de détecter quiconque coupe ses bois, on l'arrête, ainsi de suite. Et pendant que nous avons passé les séjours-là, nous avons opéré plus ou moins 6 arrestations. Et des dossiers ont suivi leur cours normal au niveau de la justice. On a condamné 4 d'entre eux. Et 2 ont été acquittés parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. 4 ont été condamnés. Pour combien de temps et quel type de peine? Oui, pour la majorité, c'est des peines de servitude pénale, donc peine de prison. Et pour d'autres, c'était des amendes. Mais malheureusement, jusqu'à présent, ils ont des difficultés de payer parce que c'est une population qui est... Des amendes conformément à ce que dit la loi. Des amendes conformément à ce que dit la loi. La loi, c'est la loi 14. La loi 14, c'est qui porte dans la loi sur la conservation de la nature. C'est cette loi qui fait en fait, le fondement de nos actions. Et nous appuyons donc même les poursuites judiciaires contre toutes ces personnes qui Comment vous êtes comprise par la population riveraine lorsque vous faites arrêter quelqu'un pour un arbre? Parce que vous savez que c'est aux yeux des comédies mortelles, ce n'est pas une matière facile à avaler. Il dit que non, on a fait arrêter quelqu'un parce qu'il a bâti un arbre dans un parc. Il dit l'arbre n'a pas été planté par ce monsieur qui m'a fait arrêter. C'est Dieu qui a fait exister. Nos ancêtres coupaient ces arbres. Il n'y avait pas de problème. Pourquoi aujourd'hui on commence à arrêter des gens? Comment ces gens-là, et comment vous percevez toutes ces informations? Et vous êtes comprise et compris par toutes ces personnes plutôt de quelle manière? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que quand vous dites à quelqu'un non, ne coupe pas ceci, dit mais c'est de l'enforêt, c'est Dieu qui a créé. Ça peut même susciter un débat. Alors, il faut. C'est pas à chaque fois que nous allons dans le sens de réprimer. Nous allons aussi dans le sens de conscientiser. Parce que si on va plus dans le sens de répression, ça va créer un bras de fer entre nous qui allons et eux, et la population qui vit là-bas. Donc parfois, il faut passer par des méthodes de prévention, comme on dit, pour dire que non, voilà, si vous coupez ces arbres, voilà, il y aura un réchauffement climatique, il n'y aura plus assez de poissons. Au fait, vous leur démontrez les conséquences qui pourraient arriver si ils se mettent à décimer la forêt de mangroves. Là, alors, ils sont conscients. Là, ils savent que s'il n'y a plus cette forêt, nous n'aurons plus de crevettes. S'il n'y a plus cette forêt, nous n'aurons plus les huîtres, les biboîtes. S'il n'y a plus cette forêt, nous n'aurons plus de poissons. Donc voilà, tout ça, quand ils prennent conscience, là, alors, ils se mettent à respecter et à protéger. Mais quelques rares fois, il faut aussi peut-être arrêter et faire vraiment appliquer la loi, comme nous le disons. Et là, ça fait aussi peur à d'autres gens qui seraient tentés d'aller couper les arbres. Au niveau des magistrats qui reçoivent ces dossiers, comment ils s'en sortent avec ces sortes de dossiers? Parce que ce n'est pas aussi des dossiers habituels pour leur... Ce n'est pas des dossiers habituels parce que métier, bon, c'est un domaine qui n'est pas aussi très, très connu. Moi-même, qui suis juriste... en fait, pendant mon cursus académique à l'université, il n'y avait pas un cours spécifique qui nous montrait la valeur de l'environnement, les droits de l'environnement. C'est au fur et à mesure avec les études supérieures que nous avons fait cette spécialisation. Et de plus en plus, les gens commencent à comprendre qu'il faut qu'il y ait vraiment un droit de l'environnement pour former les futurs magistrats, les futurs avocats à traiter les dossiers judiciaires en rapport avec l'environnement. Mais actuellement, lorsque nous prenons un dossier que nous amenons là-bas, le plus souvent, nous comprenons que comme c'est un domaine qu'ils ne maîtrisent pas très très bien, nous leur donnons les éléments. Donc vous-même, vous fournissez aussi des éléments. Nous leur donnons la loi. Parfois, ils n'ont même pas cette copie de la loi. Nous leur donnons une copie de la loi 14 sur la conservation de la nature. Vous soulignez des articles nous démontrons déjà, avec les OPJ à compétences spécialisées de l'ICCN, avec qui nous travaillons, déjà nous préparons les dossiers de sorte que les magistrats n'aient plus beaucoup de choses à faire. Alors, au-delà de fournir donc les textes des lois et les dispositions applicables, nous leur donnons aussi les autres dispositions, comment la loi prévoit en termes d'amendes, en termes de peines qu'il faut prononcer. On leur donne des dispositions et ils font leur travail. Donc voilà un peu. Alors de plus en plus, et aussi, il y en a qui commencent à se spécialiser dans les domaines du droit de l'environnement. Ça nous intéresse beaucoup. C'est comme ça qu'avec certains partenaires, nous avons sollicité qu'il y ait des formations spécifiques des magistrats pour qu'ils puissent maîtriser ces aspects-là des droits de l'environnement, notamment la conservation
nos parcs. Très bien. Alors, par sa vision, la première vision ou la perception, les mangroves aussi, peut constituer, rien que cet écosystème comme arbre, peut constituer aussi un aspect touristique très important. Très important parce que les touristes qui y vont, en tout cas, lorsqu'on fait les parcours là-bas, dans des chaînons, ainsi de suite, ils sont émerveillés par cet écosystème. Et surtout quand vous passez avec votre bateau sous ces arbres-là, les calmes qu'il fait là-bas, il fait tellement frais, tout ça. Vraiment, les touristes adorent bien ça. Et c'est pourquoi l'un des aspects aussi qui est important qu'on puisse valoriser, c'est l'aspect touristique. Voilà. L'aspect touristique. Je suis heureux que de temps en temps, quand vous venez là-bas, vous prenez des belles images que vous diffusez à la chaîne RTEC ici. D'autres chaînes aussi sont appelées à suivre votre exemple. Vraiment de valoriser cet écosystème. Parce que beaucoup de touristes adorent ça, les calmes. Il y en a même qui préfèrent aller passer toute la journée là-bas. Il y en a même qui sollicitent de dormir là-bas parce qu'il fait tellement calme. Vous êtes dans l'eau, vous flottez. Vraiment, c'est un aspect touristique très, très prononcé. Très bien. Mais au-delà de ces potentialités que nous venons de présenter, il y a des menaces qui pèsent sur les parcs marins des mangroves ou sur les mangroves, bien sûr, pas comme seulement comme parc, mais comme écosystème. D'abord, les grands projets qu'il y a là, le projet, la construction des ports en eau profonde de bananes. La grande partie sera dans le parc. D'ailleurs, le projet sera dans le parc. C'est aussi une première menace qu'on trouve là. Oui, c'est une grande menace qui vient d'arriver. Mais avant, il y avait aussi d'autres menaces. Donc, il y avait par exemple, comme on disait là, la coupe de bois par la population qui. Mais là, c'était un peu minimisable parce que c'est. Oui. Là, c'est un peu minimisable parce que de plus en plus, on travaille avec les populations. Et de moins en moins, ils commencent à couper. Voilà. Il y a plus de 32 villages là-bas à l'intérieur du parc. En tout cas, avant, c'était tout le monde qui coupait. Voilà. Mais maintenant, nous menons des actions. Nous leur apportons aussi quelques activités génératrices de revenus pour compenser leurs besoins de survie. On a, au cours des projets que je viens d'achever là, nous avons installé plusieurs activités, notamment la couture, la forge, l'élevage, la pêche durable et tout ça, pour appeler la population à ne plus beaucoup couper les arbres. Et là, ils nous écoutent. Cette menace-là commence à être diminuée complètement. Oui, mais la menace qui continue encore de peser, c'est entre autres... comme tu as dit tout à l'heure, la construction du port en eau profonde qui va prendre une grande partie du parc. Et nous savons qu'à la fin de ces travaux, avec toute l'activité humaine qu'il y aura là-bas, sans doute ça va présenter encore beaucoup plus de menaces. Il y aura une grande circulation là-bas, il y aura beaucoup de bateaux qui vont commencer à circuler là-bas. Il y aura la pollution aussi des carburants, il y aura beaucoup d'activités humaines. Il y aura même des campements ou d'autres villages qui pourraient naître. Voilà. Donc tout ça, ça représente des menaces. C'est pourquoi, sur le plan environnemental, c'est un projet qui constitue vraiment une menace. Mais sur le plan peut-être économique ou sur le plan politique, les décisions ont déjà été prises par les autorités. Bon, on n'en peut rien, on va juste assumer. Tout ce qu'on peut leur demander, c'est de faire en sorte que cet écosystème ne soit pas complètement anéanti, même s'il y aura l'activité, mais qu'on fasse le nécessaire quand même pour bien réguler ça et qu'il y ait une espèce de compensation. Voilà. Ça signifie qu'il faut qu'on puisse prélever soit certaines taxes ou certains frais pour essayer de maintenir, soit de replanter les mangroves. Est-ce qu'il est possible de replanter les mangroves? Il est possible de replanter parce que c'est une expérience qui a été déjà faite à 2 ou 3 reprises au parc marin. Il y a eu des partenaires qui ont appuyé, les experts de l'ICSN, notamment M. Ngelimpa qui a aussi participé avec l'ancien directeur qui est décédé, avec l'ancien directeur Marcel Collet. Donc ils ont replanté et les arbres là continuent de pousser jusqu'à ce jour. Voilà. Dernièrement, j'avais appris qu'il y avait encore d'autres partenaires qui voulaient encore appuyer, pour continuer de replanter. Ça, c'est très important. Donc, si les activités du port en eau profonde peuvent aussi dégager des espèces de frais
pour continuer à préserver le parc, ça serait important. Est-ce que, je ne sais pas, je ne saurais pas vous demander peut-être en profondeur, mais par curiosité, est-ce que cette partie est aussi prévue dans ces projets, la construction à nos profondes, des ports à nos profondes à bananes? Est-ce qu'on a prévu que lorsqu'on placera le port, il y a déjà une grande partie des mangroves, la quantité qui sera détruite sera reboisée d'un côté pour continuer à garder l'équilibre? Personnellement, je n'ai pas encore lu les documents complets du projet, mais les ministres de l'environnement, plutôt du tourisme, avaient dit lors d'une émission, d'une interview, qu'il avait lutté pour qu'il y ait cette rubrique-là, qu'on puisse commencer à... Alors que ça c'est d'abord la partie qui devait être relevée par le ministre de l'Environnement. Vraiment. Donc c'est à ce niveau-là, sur le plan politique, c'est à eux, donc, au niveau des ministres, d'essayer de marteler sur cette question. Si vraiment ils accordent de l'importance à la protection de ce parc, on doit dégager ça. S'il y en a, c'est bien, mais s'il n'y en a pas, il faut vraiment faire dégager ça pour que ce parc-là ne soit pas vraiment détruit à cause de cette construction. Pendant qu'on Troisième menace réelle et plus important, c'est l'appel d'offres lancé déjà pour l'exploitation des blocs pétroliers. Le parc marin des mangroves se trouve dans, je crois déjà, le bloc 3, si ma mémoire me fait confiance. On a intitulé, si je peux avoir les noms, le bloc Matamba Makanzide. Le parc est dans ces blocs. Ces blocs, ipso facto, doivent être exploités. Ça craint. Ça craint. Énormément, ça craint. Parce que l'exploitation pétrolière, comme nous le savons, pas moyen de démontrer qu'il y a la pollution, il y a tout. En fait, les gens visent plus les aspects économiques, l'argent. L'intérêt économique prime au-dessus des intérêts écologiques. Écologiques, même sanitaires. Parce que l'exploitation pétrolière va représenter une menace sur le plan de la santé. Voilà. Les gaz là qui sera après, ça ne sera pas facile. D'abord, nous avons d'énormes difficultés avec les deux sociétés qui exploitent le pétrole à Moanda. Voilà. Donc, nous avons déjà d'énormes difficultés. Surtout que ça se pose de manière brute. Oui. Donc, s'il faut ajouter encore une troisième ou une quatrième exploitation, donc ça, c'est carrément la fin du parc. Je suis vraiment très déçu. Bon, les documents là, je ne les ai pas encore, mais je vais les voir et les lire de fond en comble. Si vraiment... C'est officiel, le ministère des Hydrocarbures a mis ça à la disposition du type public. L'appel d'offres est déjà lancé et puis le système est plus rien encore à attendre, à moins qu'il y ait une dernière décision, un virement à la hauteur de 180 degrés, mais tout est lancé. Moi, je vais simplement... Les noms de blocs est là, on va exploiter. Bon, si on va exploiter, en tout cas, je suis très déçu. Je suis vraiment déçu parce que, en fait, dans la vie ordinaire, la vie de nos populations, ces populations, commençant par ceux qui vivent là-bas, et même nous qui sommes à Kinshasa, sur nos assiettes, ce n'est pas la quantité de pétrole qu'on veut mettre dans l'assiette pour manger. Mais c'est beaucoup de dollars. Mais ces dollars, nous ne les voyons pas. On présente. Nous ne les voyons pas. Ça, c'est juste des chiffres. Lorsqu'on va exploiter les 27 blocs pétroliers, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a 27 blocs pétroliers qui vont présenter près de 220 000 milliards, quelque chose comme ça, au-delà de 200 milliards de dollars. Vous voulez rejeter 200 milliards de dollars à Kakaboué, comme on dit les Quinois. Papa, ces pays, moi, j'ai l'habitude de l'appeler la République des millions. Mais cette fois-ci, ça sera des milliards. Donc, les millions, on a dépassé. Nous quittons maintenant l'étape des millions. Nous deviendrons la République des milliards. Voilà. C'est que le pays va se développer. Sur le plan des chiffres, sur le plan des discours, sur le plan des documents, il y aura des milliards, il y aura des chiffres. Mais dans la vie pratique de la communauté, du peuple, il n'y aura rien. Pour preuve, c'est comme je le disais tantôt, la population qui vit là-bas, commençant par les villages qui sont là-bas dans les parcs, beaucoup de villages seront appelés à disparaître. Ils seront indemnisés. Bon, même indemnisés. Si on vous donne quelques centaines de dollars, ça ne vous suffit pas pour toute votre vie.
Mais vous avez l'indemnité, peut-être... Qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que... Vous allez vous organiser autrement. Non. Vous allez construire notre village. Faites l'expérience, à chaque fois qu'on indemnise les gens, ils ne vont pas loin. Parce que là où vous êtes installé, là où vous êtes habitué à faire vos activités, tout ça, c'est là que votre vie est stable. Mais là où vous irez, rien ne prouve que vous serez stable. Les quelques centaines de dollars qu'on peut vous donner peuvent s'épuiser en un mois, en 2 mois. Donc, commençons par la population qui vit là-bas et jusqu'à nous ici à la capitale. Nous vivons justement des ressources qui proviennent de ce parc. Les poissons que les gens commencent à acheter des Mwanda à Kinshasa. Et même la population qui vit là-bas. Bon, la pêche ne sera pas arrêtée parce que l'océan est toujours là. On va continuer la pêche. Et puis ça sera plus attractif d'ailleurs parce que vous aurez plus de moyens. On va moderniser des villes. On va avoir un budget des pays qui a un budget de 10 milliards de dollars. Peut-être le budget peut aller jusqu'à 50 milliards de dollars. Donc on sait qu'on pourra se retrouver facilement parce que l'argent est là. Exploiter le pétrole, c'est bien, mon frère, mais est-ce qu'il est nécessaire d'aller exploiter le pétrole qui est dans le parc? Parce que c'est une zone qui est protégée. On vous dira quand même que malgré le parc, mais le budget reste maigre. Mais avec le pétrole, le budget sera gonflé. On verra bien dans ces pays. Moi, je me dis toujours que c'est bien beau tous ces discours, mais moi, vraiment, je ne crois pas personnellement, parce que nous avons écouté ce genre de discours. On aura ceci, on aura cela, mais dans la vie concrète, il n'y aura rien. Parce que ce pétrole-là n'entrera jamais sur nos assiettes. Ce que les Congolais veulent, c'est ce qui tombe sur leur assiette. Mais vous allez mettre dans le véhicule pour rouler. C'est le poisson du parc. Vous allez mettre dans le véhicule pour rouler, vous allez le placer. Et les véhicules qui polluent encore l'atmosphère, les véhicules qui vont encore vous coûter autant de dépenses et tout ça. Peut-être avec le système de pollueurs-payeurs, vous allez toujours revenir sur... Ce système dans ces pays, ça ne marche vraiment pas, les systèmes pollueurs-payeurs. Donc ça ne marche souvent pas parce qu'il y a souvent des interférences des autorités. Voilà. Nous avons constaté que parfois, même pour les sociétés pétrolières qui sont là-bas, bon, ces principes-là, bon, on ne les respecte pas vraiment. Mais vous n'avez pas vu que grâce à la société qui exploite le pétrole là, Mwanda Village est électrifié. Ils ont l'électricité gratuite, une partie de Mwanda aussi. Mwanda Ville est électrifiée grâce à cette société. Donc quand on aura d'autres sociétés, surtout que la population de Mwanda ne fait que réclamer de l'électricité chaque jour, l'État ne parvient pas à le faire. Mais vous ne voyez pas que c'est une occasion pour développer Mwanda? Bon, moi je ne pense pas que c'est l'une des occasions qui devait venir en dernière minute. C'est pas qu'on doit mettre ça en priorité. Mais la population de Mwanda veut voir le développement comme ça, parce que ça passe au-delà. Surtout, on avait promis ces 10 millions de dollars, et ça est, pour le compte, je sais moi... Pendant qu'on y est, les premiers 10 millions dont vous parlez, qu'on avait donné à la population... Ça reste une promesse. On avait donné, et puis on a juste pris quelques terres jaunes, qu'on a jeté dans quelques avenues là de la cité, et puis c'est fini. Après on nous a dit non. Mais on dit on n'a pas encore décaissé cet argent. D'après des sources, l'argent reste encore une promesse, n'est pas encore parvenu. Je ne sais pas s'il y en aura encore, mais en tout cas, à ma connaissance, cet argent avait été libéré et que ça a pris plusieurs directions, comme nous le savons toujours. Tel a pris autant, et finalement, les quelques mètres qui restaient, on a mis quelques terres jaunes à travers la ville. La ville n'est même pas urbanisée, hein, vous savez. Mais avec les blocs pétroliers qu'on va exploiter, ça va permettre à ce que les Mwanda puissent se développer. Parce que cette fois-ci, je crois qu'on va imposer, même la raffinerie se fera sur place. Et on ne va plus encore dépendre de l'Ukraine ou de la Russie pour avoir par contre maintenant, on a encore une pénurie, presque une pénurie de gazole. Moi, je suis environnementaliste. Je protège donc les droits de l'environnement. Et à mon point de vue, l'exploitation pétrolière dans le parc va constituer, au fait, pour moi, c'est déjà une fin. C'est une fin du parc. Or, le parc, nous savons, sur le plan climatique, sur le plan même de notre santé, sur le plan respiration, sur le plan ressources de survie, représente beaucoup d'enjeux. Alors, il suffit que ce parc disparaisse. À mon avis, même ce développement-là dont on dit, ça risque de devenir un Est-ce qu'au niveau international, nous risquons rien en termes de crédibilité, de considération au niveau international, parce que nous voulons presque les blocs pétroliers que nous voulons exploiter, ou que nous avions lancé d'exploiter, chevauchent avec les aires protégées. Plusieurs d'ailleurs. Mais est-ce que nous ne risquons rien?
Normalement, nous risquons, parce que nous avons signé plusieurs conventions. Voilà. Plusieurs conventions. Nous avons la convention CITES, la convention là de Ramsar, tout ça. Beaucoup de conventions que notre pays a signées, nous sommes obligés de respecter ces conventions. Parce que ce n'est pas pour l'intérêt des autres peuples, mais d'abord c'est l'intérêt de notre propre population. Mais on vous dira que vous qui êtes de l'environnement, vous qui défendez l'environnement, le droit de l'environnement, vous voulez toujours avoir des écosystèmes dans vos yeux et puis les voir plutôt dans de vos yeux, mais vous ne voulez pas toucher et puis que les autres touchent, se développent. Vous restez pauvre et ça vous va comme ça. Non, ce n'est pas que nous ne voulons pas toucher. C'est comme ça que nous parlons d'une conservation durable. Ça veut dire ou une exploitation rationnelle. Oui. C'est-à-dire que, c'est comme je disais tantôt, même la population qui vit là-bas, nous leur demandons d'utiliser ça rationnellement. Ça signifie que leur vie dépend de cette forêt, dépend de ces parcs. Voilà. Alors, si ils détruisent les parcs, donc leur vie aussi va sombrer. C'est pourquoi nous leur disons exploiter ça vraiment d'une manière rationnelle pour penser aussi aux générations futures. Donc, ce n'est pas que les environnementalistes veulent juste conserver pour conserver, non. Nous voyons aussi les générations futures, ainsi de suite. Nous voulons utiliser ça progressivement, parce que même nos ancêtres, nos grands-parents, dans des villages, ils avaient toujours des forêts qui étaient des espèces de forêts sacrées. Voilà. Et dans les parcs aussi, il y a une forêt qu'on appelle forêt sacrée, où les gens ne pénètrent pas, c'est vraiment intégralement protégé, rien n'est fait là-bas. Donc, nos ancêtres avaient prévu ce genre de choses. Donc c'était par leur sagesse, ils se disaient, parce que si on exploite en désordre, après demain, on va en manquer. Voilà. Donc il faut des méthodes. Et en Angola, là, les pays voisins, chez eux, même le système de pêche, ils ont régulé. Voilà. Ça signifie que dans la zone qui est de leur rivage... La zone A, c'est tout. Oui. Alors, ils ont déterminé les périodicités de pêche. Voilà. Il dit de telle période à telle période, on va pêcher dans telle partie. Cette partie, n'y touchez pas. Voilà. Ça permet aux poissons de se reproduire de ces côtés-là. Après une période, on bloque cette partie ici, on va dans l'autre partie. Ainsi de suite. Et pour cette année, d'ailleurs, l'organisation de la Journée mondiale des mangroves était co-organisée avec l'Angola. Parce que c'est les voisins directs où on partage les mêmes écosystèmes. On a senti même l'Angola qui a traversé jusqu'au niveau de la RDC pour célébrer cette journée. Ça vous a dit quoi? C'est très important parce que les autres aussi prennent conscience de cela. D'ailleurs, chez eux, ils ont un mécanisme de protection encore un peu plus accentué. Voilà. Même leur système de surveillance, de côtes, ainsi de suite, c'est très, très accentué. Voilà. Au point que les Congolais qui s'hasardent d'aller là-bas sont facilement détectés. Il y a des jumelles, il y a des appareils, il y a beaucoup de choses pour détecter et on les arrête souvent. Voilà. Donc, ils ont compris ça et ils valorisent. C'est comme ça que nous aussi, nous avons dit cette fois-ci, travaillons ensemble. Comme nous partageons la même zone, travaillons ensemble et ils ont été volontiers de venir et on a célébré ça. Ça nous a vraiment beaucoup marqué de nous dire que, au fait, l'activité de protection ne concerne pas que la RDC, mais concerne plusieurs pays de l'Afrique. Voilà. Maître, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Un message à lancer par rapport à cet écosystème dont nous parlons, le mangrove. Oui, le message c'est que si le monde entier a consacré le 26 juillet comme journée mondiale de la mangrove, de cet écosystème, ça signifie que ça représente une grande valeur. Nous avons énuméré plusieurs valeurs. D'abord, ça constitue l'amortissement des vagues de l'océan, des chocs de pression de l'océan. C'est une espèce de maternité ou nurserie pour les poissons, les espèces qui vivent dans l'eau. C'est aussi... ça diminue la salinité des eaux des océans, ainsi de suite. Toutes ces valeurs, et les arbres de mangrove ont une grande capacité d'absorption de gaz carbonique, sans parler des autres avantages que les populations qui vivent là-bas bénéficient de ces forêts. C'est pourquoi, à nos yeux, c'est vraiment une très grande valeur que nous devons protéger. Voilà pourquoi, à notre niveau aussi, nous avons tenu à ce que cette journée ne passe pas comme ça dans les oubliettes. On a organisé des activités en collaboration avec les pays voisins, notamment l'Angola. Et nous aussi, ici à Kinshasa, nous avons organisé cette émission. C'est pour justement attirer la conscience de la population et des autorités que c'est une zone qui doit être protégée. Maître Honoré Tsengeli, je rappelle que vous êtes un activiste des droits de l'environnement. Surtout, vous êtes spécialisé dans ces droits et puis vous travaillez en collaboration avec plusieurs structures qui militent dans la conservation de la nature. Et vous êtes aussi activé
très actif plutôt dans CBBC. Merci beaucoup. Merci aussi à vous d'avoir invité, d'avoir organisé cette émission. Nous vous en remercions. Voilà, vous avez compris que c'est la fin de notre émission Grand Angle Environnemental qui a parlé des écosystèmes marins, les mangroves, qui est un élément très important que nous avons voulu analyser. Vous avez compris vous-même, vous avez la responsabilité. Je pense qu'on reviendra dans les jours à venir pour constater, surtout toutes les menaces qui pèsent sur cet écosystème, avec les différents projets que le gouvernement compte exécuter dans cette partie. On saura davantage, mais nous ne pouvons pas d'abord anticiper de ce qu'ils feront, mais lorsqu'ils vont commencer à agir, nous serons des plus prêts pour savoir comment les choses se feront. Si vous avez aimé, dites merci à Christian Sono qui était derrière les caméras. Dites merci à Rodrigue Bonda qui a monté cette émission. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programmes sur la télévision verte. Au revoir. Grand Angle Environnemental.